J'ai la chance d'être aujourd'hui au domaine d'Ablon avec Oussama Hamar. Et est-ce qu'on peut dire un personnage? Non, une personne. Qui, qui fait parler beaucoup de lui sur Internet et qui a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse lui poser des questions, discuter avec lui. Bonjour Oussama, comment tu vas? Salut, tu vas bien? Ça va, écoute. Super, super. C'est toujours bizarre de salut, ça va, alors qu'en fait ça fait une heure qu'on est ensemble. C'est toujours ce moment un peu gênant, tu sais pas trop. Mm. Il y a sûrement encore quelques personnes qui nous regardent et qui savent pas quitter. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous résumer, parce que sinon on est parti pour 4h30, ton parcours, un peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr, j'ai toujours été un entrepreneur. J'ai commencé à vendre des sites internet, puis après faire mes propres plateformes internet. Et j'étais un entrepreneur assez moyen qui s'est rendu compte qu'il était plutôt doué à aider les autres à avoir de l'ambition, de la motivation, etc. Et donc j'ai commencé à le faire un peu en amateur. Et puis en 2013, j'ai rencontré Alice Zaguri et Nicolas Collin. Et ensemble, on a créé The Family. Où pendant 10 ans, on a fait un métier très simple. On prenait 100 boîtes par an, des startups, 5% de leur capital. Et on faisait tout ce qu'on pouvait pour les aider à réussir. Alors, on a eu des grandes réussites, des grands échecs. Et après le Covid, j'ai perdu un peu la passion de ce métier. Et après tout, c'était quand même déjà un cycle de 9 ans. Ouais. Et j'ai décidé d'arrêter de faire autre chose. Et je me suis mis à titre perso à trader des cryptos pour faire un peu d'argent tous les jours. Maintenant, j'ai un petit hedge fund avec une dizaine d'ingénieurs. Et puis, je me suis un peu passionné pour tous les sujets d'IA, de génération d'images, etc. Et donc, je travaille sur un truc un peu de long terme. Ça fait très longtemps que j'ai eu envie de créer un studio de dessin animé. Donc, je commençais à m'amuser en me disant à quoi ça ressemble des images générées, etc. Donc, je programme ça un peu. Donc, en ce moment, mes journées, c'est... je programme mes matinées des images en IA et l'après, je fais un peu de hedge fund et le soir, je sors dîner. Très Donc, cool. je suis dans un mode assez calme par rapport aux 10 ans de The Family où j'avais 90 rendez-vous par semaine, 4 pays. Je prenais l'avion. À The Family, il était très courant que je fasse 3 villes la même semaine. Oh. Voilà. C'était une autre vie. Si j'en fais 3 par trimestre, je suis fatigué. Mais c'est un autre sujet. Tu disais que quand vous étiez dans l'époque The Family, vous preniez 100 boîtes par an et vous faisiez votre maximum pour les aider à réussir. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement et quels étaient les challenges que vous avez eu côté The Family et que les boîtes que vous aviez et qui vous travailliez rencontraient le plus souvent? Alors, pour le coup, nous, on n'a eu aucun challenge que nos boîtes rencontraient parce que, et je pense que c'est un sujet important, les entreprises de type startup scalable pour de vrai ne rencontrent aucune des problématiques qu'une PME linéaire rencontre. Et c'est deux mondes très différents. Et ce qui était drôle, c'est que The Family, c'était une PME linéaire, capée, non scalable, qui aidait des gens à faire des business scalables. Donc, nous, on avait les problématiques classiques d'une PME, cash flow, comment on fait pour valoriser autre chose que notre temps, enfin, toutes les problématiques d'ailleurs que tu traites super bien. Et à l'inverse, nos startups avaient que des problématiques de l'espace. C'est-à-dire que les startups, c'est un monde un peu à part dans le monde de la création d'entreprise, du même type que si tu es un bon sportif amateur, tu peux faire du sport d'assez haut niveau. Hein, mais Ocean Ball, c'est autre chose. Et Ocean Ball, il l'opère dans une réalité différente. Et donc, tu te poses des problématiques du genre... moi, je me souviens... en plus, j'étais très incompétent. Moi, j'ai jamais fait de start-up comme ça. Donc moi, ma force, c'était pas d'être quelqu'un qui l'a fait. Ma force, c'était d'être capable d'en rencontrer tous les gens qui l'avaient fait, de les écouter plus intensément et plus attentivement qu'eux-mêmes étaient capables d'écouter les autres, et de retenir des leçons et des micro-leçons avec un très très grand niveau de détail et un très grand niveau de précision qui me permettait de distiller de la sagesse en chemin en suivant un peu les gens et en essayant de leur montrer la voie. Mais c'est une anecdote à laquelle je pensais récemment. On a une startup, c'est une des premières startups qui lève plus de 10 millions. Il se pose la question de comment tu recrutes 50 personnes dans une année. Et en fait, c'est pas comment tu recrutes 50 personnes, non, c'est genre, on a 6 mois là pour recruter 50 personnes, parce que si on recrute pas ces 50 personnes, et ben le plan il va pas être activé. Si le plan est activé, on a plus d'argent dans 18 mois. Et comme on a levé beaucoup d'argent, il faut que dans 18 mois on lève encore plus d'argent
parce qu'on a démarré une requête. Et je me souviens d'être pour la première fois de m'être rendu compte qu'en fait, 50 personnes sur 6 mois, bah, si tu le fais un peu linéairement, ça fait 10 personnes par mois et un mois de trucs. Si tu te dis que il faut voir 10 personnes dans le mois, ça veut dire que tu as 2 personnes par semaine, 3 personnes par semaine, entre 2 et 3 personnes par semaine. Et que chacune de ces personnes, il faut voir 10 candidats, il faut que tu crées une structure qui est capable de faire passer 70 entretiens toutes les semaines, en fait. Et t'es 3 personnes dans un bureau. Et tu dis, mais attends, là, je crois qu'on n'a pas compris le décalage entre ce qu'on a promis et ce qu'on va réaliser. Et c'est ça, en fait, les startups. Les startups, c'est la gestion de l'accélération. C'est pas la gestion des bonnes décisions, d'être intelligent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand elles se plantent, elles ont toujours l'air ridicules. Parce que, rétrospectivement, quand t'as un mec qui descend une montagne dans une voiture sans frein à 200 km/h et qu'il arrive en bas, c'est un héros. Mais s'il se plante en chemin, c'est un blaireau. Tu vois, tu te dis pas, putain, mais t'avais qu'à mettre des freins, t'avais qu'à aller moins vite. Mais c'est une autre aventure. C'est le biais rétrospectif, c'est que c'est facile d'expliquer pourquoi quelqu'un s'est planté. Et C'est impossible de comprendre pourquoi il a réussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est des problématiques qui sont du coup ultra éloignées des indépendants, des solopreneurs, des PME, Ouais. etc. D'ailleurs, c'est un de mes plus grands drames, moi, ça. En fait, The Family, c'était Dr. Hyde et Mr. J, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 2 Oussama. Il y avait Oussama qui aidait des gens à être des champions olympiques, et il y avait Oussama qui est devenu, malgré lui, coach en bonheur universel. Et comment mieux gérer ta vie. Mais moi, je m'y attendais pas. Enfin, D'abord, j'ai pas cherché cette position. J'ai jamais eu de compte YouTube. Je postais moi, mes contenus YouTube, c'est des confs faits à The Family devant les entrepreneurs de The Family qu'on a mis sur YouTube pour faire de la pub. C'était ça la stratégie. Et après, ça a été pris en Reels, ça a été coupé, ça a été mis. Et d'ailleurs, beaucoup de gens maintenant me croisent dans la rue, ils ne savent même pas qui je suis, ce que je fais. Ils me disent, ouais, t'es le mec qui fait des vidéos, t'es influenceur. Tu vois, c'est dur pour l'ego. Mais donc, en fait, le plus gros problème de ça, et la plus grande conséquence de ça, c'est que j'avais une schizophrénie permanente entre ce qui est bon pour les uns et pas bon pour les autres, ce qui est toxique pour les uns et pas toxique pour les autres, et d'essayer de faire comprendre aux gens que tout le monde n'est pas dans la même catégorie. Et d'ailleurs, je peux te raconter cette anecdote. Donc nous, on s'est rencontrés parce que tu m'as aidé sur un voyage pour la Géorgie. J'ai demandé gentiment si quelqu'un connaissait quelqu'un en Géorgie, et tu m'as dit oui, j'ai des amis et tout. Et on a commencé à parler, donc moi j'ai commencé à te suivre, et j'ai commencé à beaucoup aimer tes vidéos, et j'ai commencé à poster les vidéos. Donc ce que je fais tout le temps, moi, quand j'aime quelque chose, je poste. Je dis, bah regardez, j'ai aimé, donc c'est intéressant. Et en fait, j'ai eu une vague de gens qui m'ont dit, ouais, pourquoi je poste ce tocard, il est contre les startups, il veut pas de scale et tout. Et alors dans ma tête, je me dis, oh là là, putain, Dieu préserve-moi de mes ennemis, mais surtout de mes fans. Et en fait, ils sont encore pires. Et alors, j'essayais quand il moment d'expliquer aux gens, je disais, non, mais vous savez, c'est très bien ce qu'il fait, parce que c'est hyper intéressant, il s'adresse à un segment, on parle pas du même sujet. D'ailleurs, il s'avère que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Et c'est des très bons conseils. Et d'ailleurs, c'est un bon go-to pour les gens qui veulent faire ça, d'ailleurs. Et les gens n'avaient pas compris. Je dis, bah ouais, non, je comprends pas. Dans une vidéo, tu dis ça. Alors moi, je ne parle pas à la même personne. Et en fait, c'est très très dur, ces sujets de cible, etc. Parce que la plupart des gens veulent absolument raisonner en absolu. Si tu as donné un conseil, ça doit être une vérité absolue, valable à toutes les situations et pour tous. Exactement. Et je pense que tu l'as vécu avec les startups et tu le vis encore aujourd'hui. On parlera après de Better Call Saul. Moi, je le vis aussi vis-à-vis des solopreneurs, des coachs avec qui je travaille. Des fois, je donne un conseil à l'un, il est très très mauvais pour l'autre. Bien sûr. Et mon malheur, c'est s'il y a un moment où ils se parlent. Ils se parlent, alors ça. Mais encore pire que ça. Des fois, je fais des posts sur les réseaux sociaux. Et mes clients qui ne sont pas concernés par ces posts, qui sont du marketing, viennent me dire, oui, mais tu as mis ça sur le post, et dans le programme, tu dis ça, et en fait, est-ce que je dois... Ouh là là. Arrêtez de lire ce que je publie, c'est mauvais pour vous. Ouais, c'était notre hantise, nous, à The Family, que les entrepreneurs parlent entre eux. Nous, une des devises que j'essaie toujours d'expliquer aux employés, c'est que le contexte est plus important que les principes. Et je me souviens, à un moment, je m'étais rendu compte que la meilleure façon de donner un conseil à quelqu'un, c'était de lui donner un ordre. Surtout les gens qui n'ont pas de temps, tu vois. Donc, le mec qui vient en rendez-vous, tu lui dis, tu cherches pas, tu dépenses 1 million en marketing. Puis un autre vient et fait, tu cherches pas, tu ne dépenses pas un centime en marketing. Et puis après, ils se rencontraient à table, ils disaient, ouais, Oussama, il m'a dit qu'il fallait que je dépense un million. Mais je comprends pas, Oussama, il m'a dit que... Et après, il venait, il dit, ouais, en fait, t'es contradictoire. Non. Alors,
venez, on va faire la liste de toutes les hypothèses cachées derrière mon raisonnement. Donc, A, B, C, toi, t'es forte marge, lui, il est faible marge, lui, il sait faire de la pub, toi, tu sais pas faire de pub. Et donc, je leur disais, vous préférez quoi, qu'on fasse des entretiens d'1 heure et demie où je vous explique toutes les raisons, ou on avance? Et ça, c'était pas facile. Ouais, effectivement, si on arrête de raisonner en absolu, on arrive à avoir une vision plus globale des choses. Et effectivement, quand moi je gueule littéralement toute la journée sur Instagram en train de dire les anomalies, on s'en fout, chercher les réussites ordinaires, chercher à gagner quelques milliers d'euros par mois, c'est déjà très bien. Ça veut pas dire faites pas une start-up ou faites pas une scale-up. Ça veut dire si vous voulez juste vivre de votre activité et chiller la vie et gagner un peu d'argent, les méthodes des startups et des scale-up sont très dangereuses pour vous. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pas le même conseil pour les mêmes personnes, effectivement, et ça change tout. Ouais. C'est très très dur. Moi, je trouve que de tout ce que tu racontes, le truc le plus que les gens je vais te le dire autrement. Moi, j'ai passé 10 ans à essayer d'expliquer que The Family n'était pas un incubateur. Alors, j'essaie d'être un peu factuel. On n'héberge pas les startups. On leur donne pas d'argent. On n'est pas un fonds. Et après, quand je faisais ça, je me disais, vous faites quoi, en fait? C'était encore pire. Et les gens, ils se disaient, ah, mais en fait, ils font rien. Et quand j'ai quitté The Family et que maintenant on me demande ce que c'était The Family, je dis, voilà, c'est un incubateur de start-up. J'ai lâché l'affaire. Et de la même façon, le combat que tu mènes sur les réussites ordinaires, je te le garantis, il est perdu d'avance. Ouais, mais j'espère pas le gagner, en fait. D'accord, de la même va, façon alors. que quand je sors de mon microcosme du milieu du coaching et que je rencontre des gens qui me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, soit je sens que vraiment ils vont pas comprendre et je dis je fais de la formation marketing, point. Voilà. Et il y en a certains, tu sais, ils sont un peu exposés à Internet. Je fais, mais tu sais, moi je suis le fameux coach de coach. Puis comme ça, ils rigolent, ils se détendent, ils peuvent me mettre dans une case et puis ils vont mieux ensuite, tu vois. Ils savent dans quelle case me mettre, tout va bien. Ouais. Et c'est pas des combats qu'il faut gagner, en fait. Tu les fais pour la beauté de les faire, tu vois, parce que ça va aider quelques personnes en chemin, mais tu peux pas gagner des trucs comme ça. Ça changera rien, en fait. Mais écoute, t'es plus sage que moi. Moi, j'ai cru que j'allais les gagner. Je suis plus sage ou j'ai déjà fait la connerie et j'ai fini par la comprendre. Okay. Je veux pas dire la sagesse sur grand chose, mais des conneries, j'en ai fait plein. Bon, enfin. Avec The Family, t'as eu crescendo et de plus en plus, et jusqu'à un niveau assez ouf, pas mal d'expositions. Quels sont les bons et les mauvais côtés que tu as vécu à cette exposition médiatique et social média? Alors, moi, j'ai eu trois phases d'exposition. 4 même, en fait. J'ai d'abord eu l'exposition au tout début d'initié. Alors ça, c'était le meilleur moment. Les vidéos de The Family, elles faisaient maximum 10 000 vues. Et quand une vidéo faisait 10 000 vues, c'était une vidéo virale. C'était, mais attends, mais genre, il y a 10 000 personnes qui ont regardé ça. On se disait, c'est de la folie. Et alors, à cette époque-là, c'était très rare de me faire reconnaître dans la rue. C'était très rare de tomber sur quelqu'un qui connaissait. Mais systématiquement, c'était des gens méga intéressants. Genre incroyable. C'était l'époque où YouTube était qu'un truc d'initié. Les gens regardaient des contenus longs de qualité, mettaient des commentaires très intelligents qui te faisaient réfléchir. D'ailleurs, The Family a effacé toutes les vidéos, mais un des trucs marrants de ces vidéos de l'époque, c'était la qualité des commentaires. Si tu regardes mes vidéos de 2013, 2012, 2014, le commentaire moyen, il est méga approfondi. Ensuite, il y a eu la deuxième phase, il y a eu l'explosion YouTube. Alors l'explosion YouTube, ça a amené des gens qui n'étaient pas du domaine des startups à regarder mes vidéos. Toujours des gens très intéressants, toujours des gens qui consomment des contenus longs, qui réfléchissent, etc., mais qui sont un peu plus perdus, qui connaissent pas les startups, ils font pas des startups, et ils essayent de trouver des leçons, des vérités dans mes contenus pour appliquer aux startups. Ensuite, j'ai eu l'exposition mainstream avec mon affaire de 2018 où je suis devenu le grand méchant loup. Donc là, explosion des audiences. Explosion de la haine pour la première fois. C'est l'apparition des haters. Et apparition de toute une frange de la population dont je sentais que mon existence était un affront à leur existence à eux. Tu vois, tous les coachs de la vieille école, les gens des business schools, etc., qui d'un seul coup, en fait, j'avais pas vu que ça faisait des années qu'ils avaient des ressentiments accumulés et qu'ils avaient enfin une excuse pour balancer leur haine. Vous voyez, je le savais. Vous voyez, je le savais. Et ensuite, il y a eu la 4e exposition qui est les shorts, TikTok, etc., qui a complètement changé mon public.
Moi, je suis passé de trouver ça hyper agréable de rencontrer mes fans et des gens qui regardent mes vidéos, mes contenus, machin, à trouver ça insupportable de tomber sur un mec dans la rue qui est là tu regardes quoi? Tu t'étais pas le mec de TikTok? Alors déjà, frère, je suis pas un mec. Puis, j'ai pas de compte TikTok. Et en fait, je sens que ça va pas aller, la conversation. Donc, on va s'arrêter là, en fait. Et cette exposition-là, elle est plus casse-pied que l'ancienne. Alors après, on a l'exposition qu'on mérite. J'ai fait plein de contenus qui ont été repris en cours et tout. C'est le jeu. Hein, c'est pas... Je vais pas me plaindre en disant machin, mais c'est vrai que j'ai pour la première fois de ma vie une petite forme de nostalgie à putain, c'était quand même bien l'internet il y a quelques années. Et à côté de ça, toi, c'est une exposition qui a mis des années à se travailler. Ouais. Les haters, c'est venu crescendo. Ouais. Comment tu l'as géré le long du chemin? Genre les premiers, et puis au fur et à mesure, et puis ensuite, quand il y a eu les affaires un peu plus conséquentes avec des haters différents, je pense. Bah, l'avantage, c'est que j'ai jamais... Alors, l'avantage, c'est que comme j'ai pas trop cru à l'amour des gens, j'ai pas trop cru à leur haine non plus. Et je suis jamais tombé sur un hater qui m'a impressionné par sa lucidité. C'est vrai que je suis jamais tombé sur un commentaire qui fait vraiment mal, où le mec dit un truc tellement intelligent que tu dis ah ouais, merde. Putain. C'est rarement le cas. Ouais. Les mecs vraiment intelligents, ils ont peut-être pas le temps. Ouais, mais surtout, les haters, ils sont tous complètement cons, en fait. Hein. Ça a l'air de venir avec le boulot, en fait. Donc, ça n'a pas été dur à gérer. Et après, c'est vrai que j'ai pas pris les trucs personnellement. C'est vrai, moi, mes haters, c'était trop gros. Bon, ok, c'est pas ton problème. Ouais, mais en fait, t'es pas aussi riche que tu dis. Alors déjà, j'ai jamais parlé de mon argent. Vous faites tous des fantasmes. Et en fait, vous racontez ce que vous avez envie de vous raconter sur mon argent, peu importe. ça va quand même avec la recherche Google quand on tape ton nom. Hein, ouais, je sais. Quand on laisse Google décider, c'est Oussama Hamar, fortune. C'est fou, hein. Les gens veulent savoir, quoi. Ouais, ils veulent savoir. Mon banquier aussi veut savoir, d'ailleurs. Donc, c'est pas facile. Et ensuite, la dernière catégorie de haters, c'est ouais, espèce de mytho, les histoires que tu racontes sont pas vraies et tout. En fait, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est important de toute façon, en fait, c'est quoi le problème? Si t'écoutes une histoire et que tu l'aimes bien, bah très bien. Et si tu penses que je raconte des choses pour m'inventer une vie, bah c'est triste. Moi, si je tombais sur un mec, je me disais putain, son histoire elle est incroyable, mais c'est trop triste qu'il soit un mytho. Moi, ça me ferait de la peine. Je me dirais putain, c'est une victime, quoi. Mais non, en fait, ces gens-là sont très excités, très énervés, et donc ça a été plutôt facile à gérer. Et à côté de ça, on regarde des films toute la journée. On paye pour qu'on nous mente bien toute sûr, la journée. Bien sûr. Donc en fait, d'ailleurs, le débat, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. C'est même si c'est pas vrai, on s'en fout en fait. Ouais, bien sûr. Il y a un message de fond, quoi. Enfin, tu l'as vu, Broadwalk Empire? Non, pas encore. Ouais, il y a une citation que j'adore dedans, c'est Never give any fact an opportunity to kill a good story. J'adore. C'est incroyable cette citation. Ouais. Et je sais pas si t'as remarqué, il y a de plus en plus de gens, notamment avec l'arrivée des shorts, tu vois, qui amènent un autre public et du coup une autre exposition médiatique qui peut être parfois fulgurante. Ouais. Est-ce que toi, autour de toi, tu l'as un peu observé ça, des personnes qui, entre guillemets, buzz du jour au lendemain, avec le business qui va avec l'amour, même s'il est faux, qui va avec, et avec la haine qui va avec. Est-ce que toi, tu l'as observé autour de toi et comment les gens y vivent ça, selon toi? J'ai l'impression qu'ils le vivent mal. Hein. C'est vrai que quand une exposition est méritée parce que tu l'as travaillée, parce que tu l'as choisie, parce que tu as été la fabriquer, c'est une chose. Je trouve que quand elle vient parce que quelqu'un t'a mis en avant, etc., et ben tu manques des armes. C'est comme hériter de l'argent, c'est pas comme le gagner. Quand tu gagnes ton argent, t'as pas les mêmes armes que si tu hérites de ton argent. T'as acquis les compétences qu'il faut pour le gagner, donc pour le garder. Exactement. Pas forcément le garder, mais au moins pour le mériter. Ouais. Et donc, si tu le perds, tu te sens pas dans le même état psychologique. C'est surtout ça. C'est un mec qui fait plein d'argent et qui le perd, il sait qu'il peut en regagner. Ouais. Quelqu'un qui gagne de l'argent en héritage et qui le perd, il sait pas comment le gagner. Donc, tu vois, c'est pas la même catégorie. C'est la même chose sur l'exposition. La meilleure émission que j'ai jamais vue sur ce sujet-là, c'est l'interview entre A$AP Rocky et Snoop Dogg, qui est une de mes interviews préférées ever.
Je l'ai pas encore vu. Elle est Je vais vraiment, regarder. elle est vraiment incroyable. Genre, c'est A$AP Rocky qui interroge Snoop Dogg le sage. En plus, Snoop Dogg, il a trop une posture de grand avec A$AP Rocky, genre, yeah, young kid, you know, it's not hard. Et en fait, A$AP lui dit, hey man, what to do with all my homies? Qu'est-ce que je fais avec tout mon entourage? Comment je les mets en avant et tout? Il dit, ça marche pas, tu vas les mettre en avant. Ils vont monter, ils vont pas savoir rester en haut parce qu'ils sont pas toi. Et ils sont pas passés par tes galères, tes épreuves et tout. Et c'est hyper touchant comme moment. Moi, c'est un truc que j'ai regardé plein de fois en boucle parce que ça parle du sujet de l'entourage, de la reconnaissance, de ce qui est construit et subi et de la différence d'énergie quand c'est subi, quoi. Je l'ai remarqué ça parce que moi, surtout ces derniers mois, j'essaie de me mettre un peu plus en avant sur les médias sociaux avec mon exposition à moi. Alors, elle est pas stratosphérique, mais bon, ça fait déjà le taf. Des gens de mon équipe, des gens de qui je suis proche, dont j'admire le travail, etc. Et je vois que faut pas que je le fasse trop vite, pas trop fort, parce que c'est pas que ça va les cramer en fait, mais vu qu'ils savent pas encore l'exploiter, ça crée ce truc de... C'est comme si tu gâchais une cartouche, tu vois. Exactement. Et effectivement, c'est important de... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les Reels et les formats shorts, t'as des gens qui sont catapultés d'un niveau stratosphérique du jour au lendemain, quoi. Après, ils sont pas catapultés dans la mémoire des gens. Non, Donc, non, c'est des contenus courts. Ouais, c'est des contenus courts. Les contenus courts, ça imprime pas. Hein. Alors moi, j'essaye de plus en regarder parce que j'ai une pollution dans la tête de contenu court. Je ne sais plus qui a dit quoi et où. Et des fois, je veux retrouver les trucs. Et comment tu retrouves un contenu court? Tu peux même pas. Alors sur TikTok, t'as un historique de tout ce que tu as consommé. De ce que tu as déjà consommé. Le problème, c'est que si tu l'as regardé il y a un moment, bonne chance. Ça, parce qu'à la vitesse, ça défile là-bas. Mais non, non, tu peux pas. Moi, j'ai tendance à les enregistrer quand je trouve que j'ai vu un truc intelligent. C'est pas très souvent sur ce genre de contenu en plus, donc j'aime bien. Mais non, c'est pas évident. Est-ce que ces contenus finissent pas par nous cramer le cerveau de toute façon? Bah écoute, en Chine, ils ont interdit ce genre de contenu. Hein, donc, ils ont pas le même TikTok que nous. Ils ont pas le même TikTok que nous. Hein. Et c'est fait par la même boîte, mais c'est pas le même algo. Ouais, leur TikTok, c'est que des trucs qui apprennent des choses aux enfants, alors que nous... Et avant 14 ans, ils sont limités à 40 minutes par jour. Ouais. Ouais, tu te rends compte quand même qu'il y a un truc un peu particulier qui est en train de se passer. T'imagines si c'est une guerre froide psychologique de la Chine pour tous nous buter? Bah, si tu regardes historiquement la Chine, moi j'avais des fois des discussions avec des amis qui me disaient « Non mais tu te rends pas compte, la Chine là, ils risquent de nous attaquer ». Si on regarde les 1000-2000 dernières années d'histoire, c'est pas comme ça qu'ils font les Chinois, hein. C'est pas les Américains, ils vont pas venir avec des tanks, ils vont tranquillement en fufu avec une guerre d'idées nous avoir à l'usure. Hein, et... Ouais. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, ça serait malin. En tout cas, TikTok, moi, il n'y a rien qui m'a donné plus le sentiment de prendre de la drogue que TikTok. Alors moi, j'ai l'impression d'avoir le... Moi, j'ai désinstallé aussi. Ouais, je les ai installés parce que je l'avais avec l'excuse de je poste. En fait, je postais 5 secondes et le reste du temps, je traînais dessus. Et vraiment, je me dis, là, j'ai 3 minutes à tuer, je vais dessus, je relève la tête, il s'est passé 40 minutes. Ça m'est jamais arrivé sur Instagram, ça m'est jamais arrivé sur YouTube, ça m'est même jamais arrivé sur Netflix, TikTok. Le temps disparaît, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu peux te retrouver à passer 3 quarts d'heure aux toilettes, tu sais pas pourquoi t'étais là à l'origine. Tu vois, c'est un poison, ce truc. Bref. T'es passé du monde des startups à un monde plus, effectivement, PME, solopreneur, indépendant. Et t'as lancé dans la foulée Better Call Us. Ouais. Donc un moyen pour que les gens puissent t'appeler une demi-heure. Ils payent 300 €. 300 €. C'est ça, pour une demi-heure, c'est pas très cher payé. Et ils peuvent avoir tes conseils, et c'est par rapport justement à ce que tu disais avant, c'est qu'avec le nombre de personnes que tu as rencontrées, le nombre de boîtes que tu as accompagnées, et tous les gens que tu as croisés dans ta vie, tu as un scope qui fait que tu es capable de restituer en 30 minutes de l'info que ces gens ils ont mis 10 ans à avoir. Exactement. Quel est le problème le plus courant que tu as vu chez les gens qui t'appellent? De pas se poser les bonnes questions. En fait, 80% des calls, les gens rentrent avec une question A, ils ressortent avec une question B. Et en fait, quand tu te poses la bonne question, tu n'as peut-être pas la bonne réponse, mais au moins, tu finiras par la trouver. Alors que quand tu ne te poses pas la bonne question, tu peux faire ce que tu veux. Et alors, Better Call Us, moi, c'est une vraie expérience de fenêtre sur le monde. Ça me reconnecte avec le vrai monde. Je me rends compte que les problèmes d'argent et les problèmes de rapport à l'argent sont pas simplement des problèmes de type « je veux pas gagner d'argent, j'ai honte de gagner de l'argent », etc. C'est-à-dire qu'en France, les gens qui ont passé ce cap-là, parce que les gens qui prennent un call avec moi, ils payent 300 €, ils ont passé ce cap-là,
L'autre côté du cap est encore pire, parce que là, ils rentrent dans un délire de « je comprends pas pourquoi je suis pas payé $1 million la minute ». C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, on s'est battu, tu vois, toi, moi, plein d'autres, pendant des années en mode « les gars, l'argent, c'est normal, machin, ça s'attire, ça se manifeste, whatever tu veux l'appeler ». En fait, on a foutu la merde. Et maintenant, les mecs, ils comprennent ça en mode « eh ben, je mérite plus ». Et tu dis, mais mec, t'as rien fait. et ça donne des trucs absurdes. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que les gens étaient méga influençables par les concepts intellectuels et que quand un concept existait, il devenait réel. Par exemple, ne pas vendre son temps pour de l'argent et avoir des revenus passifs, je n'en peux plus, moi. T'as fait une vidéo que j'ai adorée sur le sujet. J'étais 100% d'accord avec toi. Mais j'ai quand même 80% d'écoles où les gens, tu vois, ils viennent, ils disent, voilà, je veux des revenus passifs. Je dis, bon, les gars, ça n'existe pas, les revenus passifs. Mais pourquoi tu fais ça, là, c'est bien. Pourquoi tu doubles pas ce que tu fais? Tu vas gagner 2 fois plus d'argent. Pourquoi tu vas aller gagner de l'argent dans l'immobilier? Tu t'y connais rien, l'immobilier. Tu vas te faire plumer, niquer. C'est pas du tout passif. C'est pas passif, tu vois. Pas du tout passif. Et les mecs disent, ouais, mais j'ai vu une vidéo d'un mec sur YouTube, il a dit, faut pas être con, faut pas vendre son temps. Mais mec, tu vends ton temps à 1 000 € de l'heure. C'est bien. Je veux dire, ma mère, elle gagnait 1 000 € par mois. Elle faisait beaucoup plus d'heures que toi. Je pense que c'est un truc que les gens comprennent pas, c'est que faut, dans la mesure du possible, pas vendre son temps pas cher. Et en fait, donc, quand tu es au début de ton parcours entrepreneurial, si tu vends ton temps, tu peux le vendre seulement à un prix extrêmement faible et c'est pas du tout un bon plan. Ouais. Alors, quand le packageant un peu correctement, tu peux le vendre finalement beaucoup plus cher par le contexte dans lequel t'amènes ton offre. Mais en fait, si tu regardes ensuite, les mecs les mieux payés du monde, ils revendent leur temps. Bah, bien sûr. C'est beaucoup plus rentable. Ouais, évidemment. Mais, et puis aussi, si tu veux faire des trucs scalables, faut apprendre à faire du produit, c'est pas donné à tout le monde. Puis après, les gens, tu leur dis, bah, viens, on va faire un produit. Ah non, c'est chiant, j'ai pas le contact humain, moi, ce que j'aime, c'est le contact. Bah ouais, donc tu vends ton temps. Enfin. Et en fait, c'est ces trucs de, je vois le yin, je vois pas le yang. Je vois ce que j'ai à y gagner, mais je vois pas ce que j'ai à payer. Et ça, c'est le plus gros problème dans Better Call Saul. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, j'arrive à faire les calls si rapidement. Parce que c'est très souvent de la chiropractie intellectuelle. C'est tu viens, tu me poses une question à la con, je te dis, t'es sûr que c'est ça la question, et après, tu dis, ah putain, ouais, j'avais pas vu comme ça. Et après, tu peux travailler 3 mois dessus, en fait, parce que maintenant que t'as la bonne question, tu pourras peut-être trouver ta bonne réponse. Et souvent, tu la trouveras pas avec moi, d'ailleurs. Tu vas la trouver avec la bonne personne. C'est intéressant. Et effectivement, ce rapport à l'argent, je trouve que c'est un truc qui est de plus en plus problématique. C'est-à-dire que vraiment, on est plein sur Internet à avoir un peu essayé de partager des idées pour rehausser un peu le niveau sur ces sujets-là. Et du coup, ça a créé presque l'effet inverse. Et je sais pas si c'est des gens comme nous qui avons popularisé une idée ou les marketeurs qui ont surpromis, peut-être moi le premier à un moment ou à un autre. Parce que moi, c'est des pendules. Maintenant, on est en train de rentrer dans la phase où il va aller de l'autre côté. D'ailleurs, la prochaine génération, elle va dire oui, mais en fait... C'est insupportable. En fait, tu sais, c'est comme sur les marchés financiers. Tout est surpricé ou sous-pricé. Il n'y a jamais rien de pricé. On n'arrête pas de nous dire les marchés, c'est efficient. Non. Les marchés, ça fait n'importe quoi. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Et t'es jamais au bon endroit, en fait. Tu vois, quand tu vois... Il y a une startup de The Family, j'étais avec le fondateur, là. Il me disait que ses actions, en ce moment, tradaient à moins 96%. Et dans ma tête, je me disais, mais vas-y, dis-moi tous les gens qui vendent, je vais tout acheter. Sinon, ils sont trop cons. En fait, je comprends que on s'est dit, c'était mal pricé, on a été trop haut avec la bulle. Ok, très bien. C'est pas le rôle du fondateur de pricer sa boîte. Le rôle du fondateur, c'est de la faire avancer sa boîte. Et que les gens disent moins 20, moins 30, ok, mais moins 96, il faut être débile. C'est que t'as un mec qui a un actif et il se dit, ah, j'y crois plus, si on me donne 4 cents sur le dollar, je vends. Tu te dis, bah vas-y, viens. Tout de suite. Si t'imagines, je le vends 8 cents sur le dollar, je gagne 2 fois. C'est horrible. Et des trucs comme ça, t'en as tout le temps. Tout le temps. Les financiers, les VC, comme de toute façon, la pensée, elle est rarement originale, indépendante et courageuse. Parce que c'est les 3 caractéristiques qu'il faut. Faut penser de façon originale, il faut penser de façon courageuse, il faut penser de façon indépendante. C'est la conséquence des 2 autres. Comme c'est rare que des gens sont comme ça, ils sont moutonniers. Et les moutons, bah, quand ça se pousse les uns les autres, ça va trop loin.
C'est le mouvement. Et ça tombe. Et ça retombe, quoi. Donc c'est un bon point de sensibilité, c'est d'apprendre à se couper du bruit et essayer de trouver quelque chose qu'on trouve raisonnable, quoi que les autres en disent, en fait. Et sur ces sujets de rémunération, etc., c'est vrai que moi, dans les Better Call Saul, quand j'ai des gens, ils me disent, oui, je suis payé tant, mais il y a machin qui gagne tant. Je dis, est-ce que tu sais vraiment ce que machin gagne? Qu'est-ce que t'en as à foutre que bidule? Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'il en a fait et quand bien même, qu'est-ce qu'il en a fait pour arriver là? Alors qu'en fait, simplement être intéressé par toi-même et être content de ce que tu as, c'est aussi une bonne chose, quoi. C'est une bonne réponse. Hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui se disent, quand tu es indépendant à ton compte avec toutes les problématiques fiscales, etc., à moins de 10 000 balles de CA par mois, c'est quand même très compliqué. Il y en a qui me disent, ouais, je te rends pas compte, le SMIC LinkedIn. Le SMIC LinkedIn, ouais. Il y a des gens qui vivent avec moi que je fais là. Juste remettons un peu de contexte, 10 000, donc moins tous les impôts, toutes les charges, etc. De toute façon, pour un peu que tu aies une petite équipe, un petit logiciel, déjà il te reste plus que 3-4 000. 3-4 000 pour peu que tu aies des enfants, déjà c'est plus aussi impressionnant. Et en dehors de ça, moi je m'adresse à des gens qui ont une volonté de s'élever dans l'échelle sociale capitaliste. Si tu me dis qu'avec 2000 balles t'es heureux et que t'as aucun problème dans la vie, je vais pas t'emmerder. Oui, va pas te faire coacher, ouais, c'est sûr. Si tout va bien, tu vas pas voir quelqu'un qui va te dire comment faire plus. Tu l'as regardé Last Dance avec Michael Jordan? Non, pas encore. Ouais, celui-là, il faut que tu le regardes. Il est dans la... le coach de lycée de Michael Jordan, il donne ce témoignage. Il dit, Michael Jordan est venu me voir et il m'a dit, coach, je veux devenir le meilleur joueur de basket dans le monde. Coach lui a dit, ok, pas de problème. Puis il se fait défoncer à l'entraînement, il se fait coller après l'entraînement, il se fait mettre 3 fois plus d'entraînement que les autres. Et Michael Jordan, il est furax, il vient voir le coach, il dit, je comprends pas, pourquoi vous me traitez plus mal que tout le monde? Et le coach, il dit, je comprends pas, Michael. Tu m'as demandé d'être le meilleur joueur du monde ou du lycée? Je trouvais ça génial. Non, mais c'est extraordinaire. Et effectivement, t'as beaucoup de gens qui veulent le statut sans avoir le parcours pour en arriver là. Bien sûr. Et aujourd'hui, je trouve que le message commence à mieux passer. Il y a de plus en plus de gens qui disent la vérité là-dessus, mais c'est It took me 10 years to become an overnight success. Bien sûr, bah oui. Et surtout avec les médias sociaux, t'as des gens qui pop de nulle part, tu vois. C'est une boîte d'un coup, 100 millions. Et tu vois pas qu'en fait, ça fait 20 ans qu'ils bossent. Oui, bien sûr. Et je sais pas si c'est une bonne chose, mais enfin. Et justement, ça me mène à notre sujet suivant. Il y a des choses qui vont aller de plus en plus vite, et notamment avec l'IA. L'IA, c'est, on pourrait presque dire, ta lubie du moment comme t'en as eu d'autres. Un truc vraiment que tu ponces et genre ça t'intéresse de fou. C'est plus qu'une lubie, c'est mon nouveau meilleur pote, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans que peut-être d'autres n'ont pas vu, et quelle est ta façon de voir les choses actuellement vis-à-vis de l'IA? Qu'est-ce qui t'intéresse tant là-dedans? D'abord, c'est assez mystérieux pour moi ce que les gens voient pas, parce que d'ailleurs sur LinkedIn, mais je suis atterré du niveau des commentaires. Oui, en fait, c'est pas une révolution. D'ailleurs, je lui ai posé une question de physique quantique et il a pas donné une réponse terrible. Ok, très bien. Alors, moi, j'aime bien les trucs qui redistribuent les cartes. C'est ma passion. J'ai adoré Internet. J'aime bien les trucs un peu révolutionnaires. Là, l'IA, ça va redistribuer les cartes comme dans le calcul mental. Si on est en 1905 et qu'on est à l'école ensemble et qu'on veut rentrer à Polytechnique, le mec qui est très 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 fort en calcul mental, il a un edge sur nous tous. Et puis on a inventé la calculette. Si aujourd'hui il y a un mec qui vient dans la pièce là qui te fait 121 multiplié par 142, ça fait tant, tu te dis ah ouais c'est cool frère, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait. Et donc la calculette a rendu obsolète cette fonction cognitive qu'on nommait calcul mental et qu'on attribuait à être de l'intelligence impressionnante. Ensuite, il y a eu la culture générale avec Internet. L'idée que si tu sais des choses, bah oui, c'est bien, mais c'est quand même mieux de les chercher, de les vérifier. Et donc, savoir chercher de l'information est devenu plus important que savoir l'emmagasiner. L'IA, c'est le coup fatal. Ça supprime le MBA, grosso modo. Moi, la façon dont je raconte ce qu'est ChatGPT, c'est un étudiant de MBA un peu borné, qui est très soumis et capable de refaire 100 fois les mêmes choses sans jamais se plaindre, et qui peut t'apporter énormément d'informations sans beaucoup de créativité. Et donc, si toi, t'es quelqu'un de créatif, si toi, t'es quelqu'un qui s'est posé des questions, et si t'as ce truc que les Grecs appellent le télème, la volonté, si t'as la volonté de faire avancer les choses, le désir, le feu, et ben d'un seul coup,
t'as le pouvoir d'un Elon Musk. Je veux dire, Elon Musk, le matin, quand il se lève, il a une idée. Il a une armée d'assistants qui peuvent le faire. Là, tu vas pouvoir avoir une armée d'IA qui les fait. Et donc, la distance entre les idées et leur réalisation vont devenir de plus en plus faible. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est ni d'avoir les idées, ni d'avoir machin, mais ça va être de plus en plus d'avoir du désir, d'avoir de la volonté de puissance, de la volonté que les choses avancent. Et ça va complètement rebattre les cartes. Et ça va rebattre les cartes dans des populations que moi j'aime bien. C'est vrai que j'étais arrivé à la fin d'un cycle startup où j'avais l'impression qu'être un pirate et avoir tu vois, une volonté de guerrier, ça payait pas tant que ça dans un réseau où c'est la BPI, les VC qui font la différence. Mais là, avec l'IA, mais c'est à nouveau une ère incroyable pour les pirates. C'est-à-dire que à nouveau, le mec malin, déterminé, déter, va à nouveau avoir des super pouvoirs. Et ça m'excite. Et c'est vrai que je pense que dans la création de contenu, dans la recherche, dans plein de sujets d'hyper-créativité, l'IA va devenir le meilleur ami de tout le monde, quoi. Enfin, de tous ces gens créatifs. De toute façon, j'ai l'impression que tous les détracteurs profonds de l'IA en disant l'IA elle est con, elle comprend rien, elle donne des réponses à côté. Ouais, mais parce que pour la première fois, c'est toi qui es responsable de lui poser les bonnes questions de la bonne façon. C'est vrai. Et ok, l'IA elle est pas capable de redistribuer correctement une chanson ou un problème de mathématiques basique pour l'instant parce que des fois elle réfléchit de façon linéaire, bêtement. Mais en même temps, moi je me suis amusé avec, tu vois, et au début, j'ai fait bon, les contenus qu'elle produit sont quand même très nuls. Déjà, je suis repassé en anglais, j'ai vu qu'il y avait déjà un gap colossal. Et ensuite, en geekant un peu le truc, je lui ai dit tu es copywriter, pour tel type de programme, tu dois parler à la façon de Dan Kennedy, le papa du marketing, et tu dois faire un call pour tel type de produit, et là tu dois pousser tel type d'appel à l'action. Et là, elle me sort, franchement, à 3 expressions près, un truc que j'aurais pu écrire. Et là, je me dis, bordel, moi je me fais chier à apprendre le copywriting à des gens pendant 10 ans, et c'est leur plus gros frein à la réussite de ce qu'ils font en général, parce que vraiment, c'est chiant à faire. Et je me dis, bordel, il n'y a plus besoin. Non. Direct, je fais une conférence à nos clients. Regardez comment utiliser ChatGPT pour faire votre contenu à votre place. Et c'est extraordinaire. Et c'est surtout, on n'est qu'au 3. Il y a le 4, le 5. Et vu que c'est des exponentiels, mais stratosphériques, je pense que vraiment, on se rend pas compte de ce qui va se passer. Bah, de toute façon, ça sera pire que ce qu'on espère et mieux que ce qu'on imagine. Ça, c'est sûr que on est face à un sujet. Après, il y a des métiers qui vont pas être remplacés par l'IA. Par exemple, homme du feu. Tu vois, une IA, elle peut pas faire. On a un homme du feu. elle peut pas amener la cheminée à rester bien jolie. Ça, ChatGPT, c'est pas faire, quoi. Ouais. Et il y a des métiers qui vont disparaître, selon toi ? Ouais. Bah, d'ailleurs, la disparition des métiers, c'est un phénomène beaucoup plus courant qu'on imagine. La dernière fois, je réfléchissais. Moi, dans ma première startup, j'avais 3 administrateurs système. C'était des mecs qui avaient un téléphone rouge, qui étaient en 3/8, qui décalaient de 2 heures tous les jours leur shift pour qu'au bout d'une semaine, ils soient dans un shift différent. Et donc, ils étaient en permanence en 3/8. Et quand les serveurs tombaient, ils recevaient un SMS sur ce petit téléphone Nokia 3310 rouge et ils devaient se connecter au serveur pour relancer les serveurs à la main. C'était 3 postes dans ma startup. De mecs qui avaient fait des écoles d'ingénieurs, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je raconterais ça à un DevOps. Je pense que les DevOps de moins de 21 ans peuvent même pas imaginer que c'est possible. Et je vois bien ce qu'il dit. Il dit, mais je comprends pas pourquoi vous avez pas fait un script. Mais mec, c'était pas possible. et en fait, la disparition des métiers, elle est omniprésente. Et d'ailleurs, la création des métiers. Une des premières vidéos que j'ai fait sur les barbares attaquent le conseil, qui était une vidéo de 2013 où j'ai dit que le métier le plus courant en 2020, ce serait coach. Ouais, je retrouve ça. je te l'enverrai si tu veux. La prédiction, elle était facile pour moi parce que j'ai vu ce qui allait devenir et je vois ce qui va devenir avec ChatGPT. Je peux te faire une nouvelle prédiction. Le nombre de créateurs, de storytellers, de gens qui vont vivre de leur désir et de leur volonté de création va exploser. Il n'y a plus d'excuses. Il y a vraiment, vraiment plus d'excuses.
Et ça va aller encore beaucoup plus loin que ça. Je regardais un Américain qui parlait de ça, Alex Hormozy, Hum, qui disait, vous vous rendez compte aujourd'hui, former des sales, des très hum, bons, c'est de plus en plus difficile. En plus, c'est un métier dur. hum. Ils sont difficiles à former, ils sont difficiles à recruter. Il y a beaucoup de turnover, etc. Imaginez quand l'IA, vous pourrez uploader dedans 10 000 sales calls. Hum. Qu'est-ce que tu veux rivaliser? Ouais, bien C'est sûr. fini. Ouais, et puis en plus, quand on uploadera 10 000 sales calls et que plus personne fera de sales call, euh, on va apprendre à avoir des nouvelles façons d'acheter, Ouais. fonder beaucoup plus sur la data. C'est des API qui parleront à des API. Faire du business, ce sera d'exister dans l'univers de ces API-là. Ça va aussi profondément. En fait, les transformations de chaîne de valeur de ces trucs-là, c'est que les gens, ils imaginent que ChatGPT va remplacer les gens. Mais ChatGPT va remplacer tous les gens qui ont peur d'être remplacés par ChatGPT. C'est eux. D'ailleurs, plus les gens ont peur, plus c'est sûr que c'est leur métier qui va y passer en premier, en fait. Parce qu'ils apprendront pas à l'utiliser juste pour Exactement. évoluer. Exactement. Et puis après, à côté de ça, si tu regardes, l'industrialisation dans le textile, dans la maroquinerie, dans ces trucs-là, n'a pas tué l'artisanat. Bien sûr Il a, que non. il a rebattu les cartes, il a changé. Et je pense que. Et ça a donné de bien meilleurs artisans. Ouais. Et je pense qu'on aura vraiment, par exemple, sur le contenu et tout ce qui est storytelling, marketing, tout le bordel autour, on aura vraiment l'industrialisé, mass market, et les artisans d'exception. Il y aura juste plus rien au milieu. Mais comme tous les secteurs tendent à le devenir avec les années, tu as le mass market et tu as le luxe. Ouais, exactement. T'as fait une première conf là-dessus. Ouais. Tu vas en faire une deuxième. Ouais. Qui sera peut-être sortie au moment où on l'enregistre. Ouais. Il y a tout Internet qui dit mais il est con, il pourrait vendre ça plus cher, et puis ensuite il pourrait vendre le replay, et puis pour en faire un produit, etc. Ouais. Pourquoi tu le fais pas? Oh, parce que c'est pas... D'abord, c'est pas mon métier, hein, c'est un hobby. Alors, Tugan Barra a fait une vidéo très drôle. Je l'ai vu. Où Oussama Hamar c'est à ça que je pensais. Et bah, j'ai appliqué ses conseils pour l'édition 2, très bêtement. Et ça a bien marché, je fais encore plus d'argent. Donc, on va énerver Internet, là. Donc c'est cool. C'est la preuve que quand tu donnes les bons conseils, c'est pas difficile de les appliquer. Maintenant, tout ça, c'est du petit argent, en fait. Ouais. Le vrai game, pour moi, il est ailleurs. Et j'ai pas envie de devenir dépendant de ce game-là. Je suis très, très content d'avoir vendu cette formation. Je suis très content d'avoir fait cet argent. Je suis très content de valoriser mon temps et d'avoir remis du respect dans mon temps. Je pense que la plus grosse erreur que j'ai fait de l'époque de The Family, c'est d'avoir fait trop de gratuits avec trop de gens. Et j'ai pris une vraie leçon de reconnaissance et de retour parce que, en fait, il y a un moment donné, quand tu fais du gratuit, bah, tu valorises pas les bonnes choses. Et c'est vrai que depuis que je fais, par exemple, moi, des Better Call Saul, je faisais pas 2 heures par jour à l'époque de The Family. Hein. Je faisais 10 heures par jour de Better Call Saul. Je sais pas comment tu faisais. Si j'ai 3 heures de coaching dans la journée, j'ai plus de cerveau, c'est catatonique. Ouais, je faisais ça le samedi, le dimanche, machin. Et je me suis rendu compte que ça va prendre feu. L'homme du feu, il est un peu trop fort. Il est un peu trop bon en feu. Ouais, c'est ça. Mais je me suis rendu compte, en fait, c'était malsain. Donc, c'est vrai que maintenant, je fais une conférence en ligne. Et en fait, c'est quoi la démarche derrière? La démarche d'une conférence en ligne, c'est pas d'apprendre aux gens. C'est d'apprendre moi. C'est-à-dire que ça m'a forcé à me poser des questions, à explorer le truc, de le poncer à fond, etc. Et comme c'est ma lubie du moment, et ben vas-y, viens, on la monétise. Et je pense qu'on va la monétiser encore mieux après avec Yomi. On va faire un truc ensemble là-dessus. Lui, il fera son marketing, son produit. Lui, c'est son métier. Exactement. Et je préfère m'associer à des gens dont c'est le métier. C'est ça mon talent d'ailleurs. Quand je fais le domaine d'Ablon, je m'associe à Christophe. Si je fais une formation en ligne, je m'associe à Yomi. J'aime être le catalyseur de gens qui font des choses plus incroyables. Moi, j'ai ni patience, ni rigueur. Je vais pas aller regarder mes funnels de vente, mes pages de vente, toutes pétées. Moi, je supporte pas ces trucs-là. Vraiment passer le nez dans l'optimisation, dans les systèmes, etc. Et pendant longtemps, justement, en fait, j'arrivais pas à passer des boîtes au-delà d'un certain niveau parce que juste, ça me fait chier, en fait. Moi, j'ai une nouvelle idée, j'ai envie de lancer un nouveau truc, j'ai envie de jouer à un nouveau truc. Et à un moment, par contre, moi, j'ai eu le gap vraiment de... En fait, je vais prendre un mec qui est très bon là-dedans, qui adore faire ça, et qui aime pas être ultra créatif et lancer des idées de zéro. Il va s'éclater, du coup. Puis je me suis associé avec un mec qui s'appelle Xerius, et voilà, tu vois, et la boîte, elle a pu continuer à monter, à faire des trucs très cool, parce qu'il est très bon là-dedans, là où moi, je suis très mauvais. Ouais, je comprends.
Moi, ils ont une règle en interne dans l'entreprise. C'est quand Jérémy a une nouvelle idée, on l'implémente pas, on attend. Parce que de toute façon, je vais avoir une idée opposée la semaine d'après. On va voir si la lubie tient. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en général, elles tiennent pas très longtemps. Parce que Mais quand elles tiennent, elles sont intéressantes. En général, c'est qu'elles ont passé l'épreuve du Ouais, temps et c'est de ça. toutes les autres idées contraires, et c'est qu'il peut ressortir un truc pas trop mal. J'ai demandé à mes clients et à mon équipe s'ils avaient des questions qu'ils auraient aimé te poser. Il y en a une qui m'a bien plu. C'est, est-ce que tu donnerais un conseil particulier au Oussama de 15 ans qui démarre dans toute cette aventure avec le recul que tu as aujourd'hui? Putain, si j'avais le droit de faire ça, mais comment ça me ferait kiffer. Mais je me dirais une seule phrase. En fait, il y a un seul élément de tout ce que j'ai fait, de tout ce que machin, si j'avais pu l'avoir des années plus tôt, j'aurais une exponentielle beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais c'est met du temps avant de commencer à aider les tiens. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à aider et à avoir le poids de ma famille, de mon entourage, etc. sur les épaules trop tôt. Et ce qui fait qu'à plein de moments, j'ai eu des arbitrages entre argent de court terme et argent de long terme qui m'ont coûté des fortunes parce que j'en avais besoin pour les autres. Si j'avais simplement reporté ça, parce qu'en fait, quand tu commences, tu peux pas t'arrêter. Mais les gens peuvent attendre avant que ça commence. Ouais. Tu vois? Donc c'est toi qui décides le moment où tu penses que t'es assez successful. Et moi, j'ai décidé que j'étais assez successful à la première centaine d'euros, en fait. Et ça a été une erreur. Ça, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Et c'est la seule erreur où, en fait, je sais qu'elle aurait un impact exponentiel sur le reste de ma vie. Bien sûr. Et donc, tout le reste, c'est bon. Je peux faire les mêmes conneries, les mêmes machins, c'est pas grave. Mais ça change la trajectoire. Et j'espère que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent comprendront, il y a un conseil qui est ultra important derrière, en fait. C'est si tu es capable de trader ton court terme pour du long terme, ce que tu es capable de faire sur 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est impensable, en fait, carrément. Bien sûr. C'est vraiment impensable. Ouais. Et je le vois, moi, autour de moi, tu vois, des gens qui ont des boîtes qui marchent bien. Puis on en discute avec des amis, ils me disent, putain, t'as vu, lui, il gagne plus d'argent que nous, il y a plus de bénéfices, il y a plus de marge, etc. Ouais, mais il a commencé 100 balles par 100 balles il y a 8 ans. Et mais on en revient toujours à cette non-compréhension de la notion d'exponentielle, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, à l'exponentielle, tu peux prendre des gens très 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 forts en maths, tu leur demandes de la valeur d'exponentielle en n'importe quoi, personne n'arrive à jamais la deviner. Soit on la surestime, soit on la sous-estime. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à des gens qui veulent se lancer en solopreneur, en indépendant, en coach, en thérapeute, peu importe, tout ce qui est autour du soloprenariat? Ils se disent, ok, j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas ce que je vais affronter. Moi, je leur conseille tout le temps de te suivre, toi. Écoute, c'est gentil, ça. Non, c'est vrai. Mais je vais voir si je peux résumer ta philosophie à ma façon. Vas-y. On va voir si j'ai bien compris tes contenus. Grosso modo, moi, ce que j'ai compris, c'est tu fais trop de choses, concentre-toi sur là où t'es le meilleur. Ça sert à rien d'avoir 300 side business, Une fois que t'as trouvé ta bonne activité, mets en avant ce que tu sais de faire le mieux et attends que l'audience vienne à toi. Ça sert à rien d'aller chasser les gens un par un, faire des efforts et perdre ton énergie, puisque tu fais mieux de faire de l'énergie sur le peu de gens que t'as et leur donner une telle expérience qui vont eux-mêmes être les éléments et le vecteur de ta future croissance et tu vas avoir un compound, que d'être un chien qui va agresser le moindre mec qui passe en espérant que tu vas essayer d'avoir un os, alors qu'en fait, personne n'a d'os à te donner. Et donc, c'est la différence entre attaquer et être désirable. Et vaut mieux être la meuf que tout le monde veut choper que le mec qui veut charron n'importe qui. C'est la leçon que j'ai retenue de tes cours. Tu le dis beaucoup mieux que moi. Je vais découper ce passage, je vais l'envoyer à nos clients. Voilà, faites comme il dit. Arrêtez de m'écouter, faites juste ça. Et le dernier conseil, c'est de trouver un véritable alignement entre son ambition et ses moyens. Et ça, c'est ton histoire de... je sais plus comment tu dis, réussite raisonnable, c'est réussite ça ordinaire, ouais. Réussite ordinaire, ouais. Je vais essayer un concept un peu orthogonal de tes réussites ordinaires, c'est que pour moi, c'est les réussites choisies. En fait, si on présentait aux gens les choses de la façon dont je le vois, à savoir que chacune des formes de réussite accessibles a un contrat. Et chacun, dans un contrat, il y a quoi? Il y a un engagement, il y a des contreparties, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je prends, et il y a un prix à payer. Et chacune des formes de réussite vient avec son contrat.
Tu veux être Bill Gates, ça vient avec un prix à payer très, 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 très fort, sur plein d'aspects. Ta vie perso, les gens que tu dois écraser en chemin pour le devenir. Tu sais, le pouvoir n'est donné qu'aux gens qui s'abaissent pour le prendre. Hein. Ouais. Après, si tu as compris ça et que tu restes dans ton champ de la réussite choisie, rien n'est impossible. En fait, c'est pas que les gens peuvent pas gagner 1 milliard. C'est que la plupart des gens ne veulent pas payer le prix suffisamment longtemps de ce qu'il faut faire pour aller gagner 1 milliard. Et les gens voient toujours ce qu'il y a à gagner, mais jamais ce qu'il y a à payer. Et ça, je pense que c'est un des conseils les plus structurants que tu donnes, et qui peut changer la philosophie, la mentalité des gens qui le prennent. J'aime beaucoup comment tu l'as amené. Et effectivement, je vois trop de gens qui arrivent, qui font 20 000 balles par an, et qui me disent, moi, cette année, je scale à 1 million. Je fais, alors écoute, nous, on a fait juste 300 à pas loin d'1, et j'ai vu ce que ça m'a coûté en structure, en temps, en énergie, en stress, d'avoir voulu aller très vite pour me comparer à mes copains. Vraiment, je recommande pas. Et encore, on est sur des scales qui sont mignons par rapport à ce qu'on a discuté au début de cette interview sur les startups, c'est encore un autre délire. Hein. Et vraiment, de plus en plus, pour avoir fait la connerie, je me dis, si j'avais fait ma petite croissance tranquille, je pourrais peut-être arriver tout aussi loin, même beaucoup plus loin, et j'en aurais beaucoup moins souffert. Et ça revient toujours à quel prix tu es prêt à payer pour ce que tu veux. En risque, en temps, en travail, en trucs pas cool que tu vas devoir faire, etc. Et les gens qui comprennent ça, je pense qu'ils arrivent plus loin. Exactement. Où est-ce que les gens qui ne te connaîtraient pas encore te suivent et te trouvent s'ils veulent plus d'Oussama, et plus de raisonnement d'Oussama? L'endroit où je suis avec ma face personnelle, c'est Instagram. Et ma face pro, c'est sur LinkedIn. C'est les 2 réseaux où je vais... Twitter, j'ai abandonné. Je pense que Twitter, c'est faut abandonner. J'ai abandonné. Genre, c'est Fracassland. Je trouve qu'il n'y a plus que des cinglés sur ce réseau. Est-ce qu'il y avait autre chose à un moment sur Twitter? Je sais pas, moi j'ai eu une très belle époque Twitter. Où il y avait... franchement, 2010, 2011, 2012 sur Twitter, c'était incroyable. Quoi. Je suis un peu vieux là sur le coup, mais... Non, mais je crois que j'y étais déjà, hein, mais j'étais en diagonale. C'était avant qu'il y ait les trolls, quoi. Et ouais, c'est tout. TikTok, j'y suis pas. Franchement, Instagram pour le côté marrant et LinkedIn pour le côté un peu plus pro. T'as suivi le défi de Thibault Louis et t'as publié tous les contenus que tu devais publier depuis l'interview que vous avez fait ensemble? Ouais, je l'ai fait pendant 3 mois. J'ai été arrêté par la maladie en décembre. J'ai pris cher en décembre. J'ai eu un staphylocoque qui m'a mis à l'hosto pendant 3 semaines. J'ai eu très 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 mal. Et je suis ressorti avec plus du tout l'envie de le faire, ce truc, parce que j'ai cette putain de lubie sur l'IA, donc j'ai pas le temps de poster. Faut demander à l'IA de faire tes contenus LinkedIn. Et bah, en fait, figure-toi que c'est comme ça que je vais faire mon truc. En fait, je suis en train de traîner mon GPT. Alors, il y a un abruti là sur une ligne qui dit ouais, Oussama c'est un menteur, il dit qu'on peut traîner ChatGPT. Alors, c'est vrai? Non, en fait, on peut traîner GPT. ChatGPT est un modèle au-dessus de GPT. Alors, donc effectivement, je suis en train de fine-tuner Oussama dans GPT, parce qu'en fait, moi j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai des milliers de vidéos, j'ai des centaines d'articles, j'ai des milliers de notes et des dizaines de milliers d'emails. C'est extra. Et donc je suis en train de mettre tout ça dans GPT et je veux lui faire sortir un post LinkedIn par jour. Et comme ça... Il y a moyen que ça soit vraiment cool en plus. Et en plus, il y a moyen qu'il soit vraiment cool. Et comme ça, j'aurais fait le challenge de Thibault Louis sans me faire chier. Et voilà, on en revient toujours à la même chose. Les fainéants dirigeront le monde, mais ils n'auront pas fait exprès. Oussama, merci beaucoup pour ton temps. Jérémy. Merci pour ton accueil. Alors, comment on dit ton nom? Coleman. Vas-y, tu crois que je vais y arriver? Je sais pas, tu veux essayer? Coleman. Ah ouais, c'est pas mal du tout. C'était un plaisir. Merci à tous.